Atxaldeon deneri, erdiasiko gira, milesker gauontan urbildu diren guzieri, gure aurtengo azkenekiko kontsegoa izanen da, dudarik gabe. Orduan, gaur baditugu 6 deliberamendu, bozkatzekoa, eta gero informazio batzuk ere partekatuko ditugu. Hasteko programari buruz orduan batzuk barkatuak die, eta hortik dabili duriz orduan azken momentuko barkatuak zen die. Orduan, François Arriag ez da hor izanen gaur eta bere alordea ematen du Mikel Zubaineri. Gero, Naya Carrerando ez da hor izanen eta bere alordea niri maiten dit. Gero, Iban Miok Urkia ez da hor izanen ere eta Seba Sheli emaiten dio bere alordea. Hemen den Julen joan garko da zazpiak eta laurdenetan, orduan zazpiak eta laurdenetatik goiti bere alordea emaiten dio Chantili. Eta Charle zazpiak eta erditatik goiti joan garko da eta bere alordea emaiten dio bere alabari Amaiali. Eta Amélie ez da hor, eta Amélie ere ez da hor, eta Amélik egin du bai alorde bat ere emaiteko zuri, malper edi. Hala ere goroma betetzen dugu, orduan gaurko eko kontsiloa eginen da. Idazkari gisa proposatzen dauzuet Karol, izendatzea berriz, ados bani m'assister. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, merci à ceux qui ont pu se rendre disponibles pour le conseil municipal de ce soir, qui sera très certainement le dernier de l'année. Nous avons à l'ordre du jour 6 délibérations et quelques informations à partager. Pour vous dire, déjà pour commencer, je vous propose de proposer Carole en tant que secrétaire de séance, si personne n'a un niveau d'inconvénient. Et après on a pas mal d'absents, de procuration du moins. Absente Françoise Arriag qui donne procuration à Michael Sauvagnier, absente du coup Amélie Bérard qui donne procuration à Marie-Pierre, absente Naya Carrera Endo qui me donne sa procuration et absent Ivan Niok qui donne sa procuration à Sheba Shkler. Présent mais qui devront partir plus tôt, Julen qui doit partir à 19h15, donc qui donne sa procuration à partir de 19h15 à M. Chantal Kapendegui. Et Charlet doit nous coûter à 7h30 et il donne la procuration à Maya Aldabra. Voilà, le programme est à terme, donc la séance peut se tenir. Ah, pardon, oui. Est-ce que j'ai pas reçu une procuration? Oui, ainsi tout. Alors, mais je t'ai dit l'état, il y a tellement de procurations que je me perds à force. Pour Ramoncho, Marie Aramendi absente et qui donne sa procuration à Ramoncho Wedge. Merci. Voilà. Alors, HTCO. On va commencer donc compte rendu du conseil municipal du 13 novembre dernier. Donc voilà, nouvelle formule suite à la demande d'éclaircissement entre le compte rendu et le PV. On vous propose un compte rendu synthétique qui reprend finalement les délibérations et le vote qui en découle. Ce qui serait sympa, c'est d'écrire mon nom sans faute d'orthographe, par contre. Comment? Mon nom, à chaque fois, il est mal orthographié. Ah, d'accord. Pas à chaque fois. Bon, il n'y a pas ici. On sera vigilant pour l'orthographe d'après. Pas de souci. Toutes les excuses. Sinon, au niveau du compte rendu, des remarques et des choses à souligner, non? Bon. Donc, on continue, on va passer au compte rendu des décisions du maire. Première décision, création d'un préau au sein du groupe scolaire. Devis retenu pour les travaux. Donc c'est un projet avec deux lots, un lot gros œuvre, un lot charpente, couverture zinguerie. Suite au process de sélection des entreprises intéressées, pour le lot gros œuvre, il y avait 3 prétendants, l'entreprise BAM pour 46 000 € hors taxe, l'entreprise Tofolo pour 46 000 € hors taxe, et l'entreprise EBA pour 45 268 € hors taxe, qui a été l'entreprise retenue. Pour le lot numéro 2, l'entreprise eToys pour 13 043,18 € hors taxe, AADO 11 878,70 € hors taxe et l'entreprise Echeverry pour 11 769,20 € hors taxe qui a été l'entreprise retenue. Donc là, oui, sinon comme on rappelle Fabien, n'apparaissent pas là toutes les offres qui nous ont été remises. Là, c'est les 3 meilleures offres
retenues, et voilà, les 3 meilleures offres retenues, vous avez l'entreprise retenue identifiée. Avez-vous des questions, des remarques sur le sujet? Les travaux commencent quand? La réunion de début de travaux lundi. Donc après, on va se caler avec les entreprises pour établir le calendrier. Ok? D'accord. Suivante, décision du mercredi 3 décembre 2025. Donc l'objet, c'est fongibilité des crédits, décision budgétaire portant environnement de crédit d'opération à opération au sein du chapitre 23. Monsieur le maire d'Aix, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5217-10-6, vu la délibération numéro 2023-08-05 du Conseil municipal en date du 5 août 2025, adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024, vu la délibération numéro 2025-03-08 du Conseil municipal en date du 19 mars 2025, approuvant le budget primitif 2025, autorisant le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du fonctionnement et en investissement, considérant qu'il y a lieu de procéder à un mouvement de crédit d'opération à opération en section d'investissement au sein du budget principal de la commune 2025, décide, article 1er, d'autoriser les virements de crédits suivants. Donc, chapitre 23, article 2313, l'opération Beaumassy, donc moins 88 500 €. Montant d'opération voté au BP 2025 hors RR, opération 43, 619 720,46 €. Montant opération après décision du 03-12-2025 hors RR, opération 43, 531 220,46 €. Chapitre 23 toujours, article 2313, opération 21, bâtiments communaux, plus 88 500 € ou opération 21, montant d'opération voté au BP à 2025, 257 000 €. Montant opération après décision du 3 décembre 2025 hors RR, opération 21, 343 500 000 €. Article 2, de rendre compte de cette décision lors du prochain conseil municipal. Article 3, certifie que les crédits nécessaires sont disponibles au budget. Des questions, des remarques sur cette décision? Non. Donc on va attaquer. C'est bien d'avoir de la réserve sur certaines lignes pour pouvoir en combler d'autres. On n'a pas eu il y a une commission finance de mémoire début octobre, je crois, mais où ce sujet n'a pas été abordé. Ces décisions modificatives n'ont pas été abordées. Du coup, est-ce qu'il y a une prochaine commission finance qui est programmée pour pouvoir travailler sur la fin de l'exercice budgétaire ou en début de l'année prochaine? Il n'y a pas de date arrêtée encore, mais il y aura une prochaine commission finance, oui, avant les prochaines élections, ça c'est sûr. Ah oui, en début d'année. Okay. Voilà, d'autres remarques? Non, on va passer à la première délibération. La première délibération, ici, que je vais vous présenter. Demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2026, pour la mise en place d'un contrôle d'accès et la sécurisation du groupe scolaire. Monsieur le maire explique que le plan particulier de mise en sûreté est la procédure à déployer dans les écoles lorsqu'un risque ou une menace survient à l'encontre des personnes, élèves et personnels. Le PPMS s'est établi sur la base d'une analyse des vulnérabilités propres à l'école ou à l'établissement. Le PPMS est particulièrement d'actualité dans le contexte du plan Vigipirate, mais les risques et les menaces à anticiper pour assurer la sûreté des personnes font référence à d'autres situations diverses. Les risques d'origine naturelle, inondations, séismes, mouvements de terrain, etc. Les risques d'origine technologique, explosion, nuages toxiques, etc. Les intrusions et les agressions de personnel malveillantes ou avec ou sans usage d'une arme, les violences aux abords de l'école, les attentats dans l'école ou à proximité, que l'école soit ou non la cible. Initialement, il existait deux types de PPMS, celui des risques majeurs et celui dédié aux attentats et intrusions. Depuis juin 2023, ces deux PPMS sont unifiés
ce qui a généré des recommandations et des contrôles réalisés par les référents sûreté de l'éducation nationale. Monsieur le maire précise que les récents contrôles réalisés au sein du groupe scolaire d'Aetz, ainsi que les conclusions des exercices réalisés au sein des écoles par les enseignants et les équipes éducatives ont abouti à l'identification de points de vulnérabilité en termes de protection et de sécurisation du site, qui intègre également le trinquet et la crèche. Il convient de mettre en œuvre des démarches correctives en installant un système de contrôle d'accès au sein du groupe scolaire et d'installer des portails écrits d'enceinte conformes autour des bâtiments. Afin de soutenir la concrétisation de ce projet, Monsieur le maire propose de solliciter une subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui permet d'envisager un soutien financier jusqu'à 25% du montant total hors taxe des dépenses qui sont estimées à 39 786 € hors taxe. Ainsi, Monsieur le maire indique que la subvention DETR sollicitée est d'un montant de 9 946,50 €. Un plan de financement prévisionnel est présenté en séance, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Au niveau des dépenses, 2 700 € de maîtrise d'œuvre, système de contrôle d'accès 22 530 €, travaux, enceinte grillagée et portail 14 556 €. Et donc en face pour les recettes, le DETR calibré à 9 946,50 €, soit 25%, donc l'enveloppe maximale. L'autofinancement commune d'Aetz, 29 839,50 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention de 9 946,50 € dans le cadre de la DETR 2026 pour la mise en place d'un contrôle d'accès et de la sécurisation du groupe scolaire. Autorise Monsieur le maire à mettre en œuvre toutes les démarches administratives permettant de faire aboutir cette demande de subvention. Avez-vous des questions sur le sujet, des remarques? C'est quoi exactement le système de contrôle d'accès? Le système de contrôle d'accès, c'est un portail fermé à partir de 8h30 et c'est un visiophone pour sonner et que de l'intérieur on puisse valider la personne qui rentre dans l'enceinte de l'école. C'est un système de cartes pour chaque élève ou... Non, il n'y a pas de carte pour les élèves. C'est un système sécurisé pendant le temps scolaire. Il y a des heures d'ouverture avec du personnel à l'entrée pour l'accueil, mais en dehors, après pour le temps scolaire, à 8h30, la porte est théoriquement fermée et pour y accéder, il faut qu'il y ait un process pour sécuriser les accès au sein de l'enceinte scolaire. Après, il y a plusieurs systèmes, mais doter tous les enfants d'une carte, c'est sûr que ça a beaucoup de pertes, je pense. Le système de contrôle d'accès avec un visiophone, il existait précédemment? Il existait, ouais, mais il n'est pas en fonctionnement sur les deux bâtiments. Non, il y a la console qui a été mise en place, la nouvelle console qui a été mise en place, mais il n'y a rien en face de l'autre côté. Non, parce qu'à l'époque, il était lié à la salle de la directrice de l'école. Donc c'était la directrice de l'école qui, en dehors des accueils classiques, autorisait l'accès à l'établissement. Et là, il a été positionné dans le couloir, seulement l'autre qui est côté maternel ne communique pas encore à celui-là. Donc ça a été installé, mais ça n'a pas été abouti, ce travail-là. D'accord. Ça va finir. Il y a ça et il y a le sujet qui ressort souvent au conseil d'école depuis quelques années. C'est la facilité d'une personne tierce de rentrer dans l'établissement. Et ça, une personne... C'est juste par rapport au montant, c'est comme il y avait 22 532 systèmes de contrôle, c'est pour ça que je me pose la question, c'était un système... Ouais. Il y a un système de contrôle d'accès, mais aussi ça inclut un système d'alerte pour les intrusions. D'accord, c'est le système d'alerte qui est à l'intérieur. Il y a eu un exercice qui a été fait là, il y a 2 mois, on va dire, un mois et demi. En fait, on devrait pouvoir alerter en discrétion s'il y a une intrusion au sein de l'enceinte scolaire. C'est le système, puisqu'il doit y avoir 2 sonneries différentes entre l'intrusion et... Que ce soit une sonnerie, que ce soit quelque chose de visuel, mais il faudrait que chaque prof ait une commande indépendante, je dirais, de sa classe, depuis sa classe, pour alerter tous les autres. Et la complexité du site, c'est que le trinquet fait aussi partie de l'enveloppe. Quelqu'un qui a le trinquet peut très facilement rentrer au sein de l'école. Et ça, c'est une recommandation, suite au changement de 2023, qu'il faudra gérer et traiter un jour. Ça, comme ce muret le long de l'école, de la cour de l'école, qui est facilement franchissable par un enfant du CM1 ou CM2 et qui peut, s'il a réussi à détourner l'attention,
passer facilement et se barrer. Donc c'est un peu ce but-là qui est recherché. C'est une demande du corps enseignant qui commence à dater, donc il va falloir qu'on travaille dessus. Et là aujourd'hui, c'est que la demande de subvention, les équipements eux-mêmes ne sont pas définis. Il n'y a rien arrêté, il y a eu des premiers devis de demander, des systèmes, tout est évolutif. On pourra avoir accès parce qu'il visiblement il y a eu des contrôles, des visites de contrôle de la part de l'inspection académique, c'est ça? Ouais. On pourra avoir accès au rapport de contrôle et à ce qui a été, Les préconisations qui sont annoncées comme fragilité. Ouais. Préconisations aussi, comme on en parlait en commission de travaux, en termes de hauteur pour les portails. Préconisation, c'est une obligation aussi à 1m80. Donc là, concrètement, nous, sur le groupe scolaire, actuellement, ça veut dire changer de 3 portails. Donc il y a un petit chantier, mais qu'il faut acter assez rapidement avant qu'on se dise si on avait su, on aurait fait plus tôt. Voilà, c'est le but de la démarche. Juste une commande par rapport au contrôle d'accès. Depuis la rentrée de septembre, j'ai pu remarquer que, en fait, en dehors du temps scolaire, donc à partir du temps périscolaire, le portail, notamment le portail principal de l'école maternelle, reste systématiquement ouvert. Et les parents ont la possibilité de rentrer dans l'école sans aucun contrôle d'accès. Donc ça a évolué apparemment en septembre. Avant, c'était le cas. Avant, il y avait un contrôle d'accès, il fallait absolument passer par l'accueil de loisirs, s'annoncer pour pouvoir rentrer dans l'établissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, tout le monde peut rentrer comme on le souhaite dans l'établissement et avoir accès à l'ensemble du groupe scolaire. Tu as du personnel qui est présent. Non. Il y a du personnel qui est présent dans les salles, surtout en cette période où les enfants restent plutôt dedans. Mais dans tous les cas, le portail reste ouvert. On fera un point également. Y compris quand les enfants sont dans la cour d'école. Donc il y a un point de vigilance à avoir parce que là, effectivement, autant pour les sorties que pour les entrées, ça pose question sur la sécurisation des accès à l'école. On peut voir quelqu'un qui rentre, qui va dans une salle de classe et qui échappe à la vigilance du personnel qui est là. Tout à fait. C'est des endroits qui doivent être sanctuarisés sur certains créneaux horaires. Donc, à nous y forcer, à être vigilants, effectivement. Parfois, il ne suffit pas de mettre des équipements et de mettre un budget pour faire des équipements. Il faut que dans le fonctionnement et dans l'usage des parents vis-à-vis de l'école aussi, ça soit respecté et que chacun se discipline par rapport à cette autorisation. On est d'accord. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, qui vote adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2. Donc, affaires scolaires, avenant numéro 2 à la convention avec l'ICASHPOLA permettant l'accès à une salle de classe supplémentaire actuellement libre et inutilisée au sein du groupe scolaire. Par délibération en date du 24 juin 2025, le conseil municipal a validé la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public de locaux au sein du groupe scolaire d'Aetz en faveur de l'association Alorga ICASHPOLA. Cette convention validée pour une durée de 6 ans permet à l'ICASHPOLA d'accéder à plusieurs salles pour permettre d'accueillir les élèves sur le temps scolaire et périscolaire. Malgré la mise à disposition de ces espaces, l'ICASHPOLA en pleine croissance manque d'espace, c'est pourquoi les classes modulaires ont dû être implantées à l'extérieur du groupe scolaire. Cette organisation n'apporte pas toutes les conditions favorables à la qualité de l'enseignement et à l'épanouissement des enfants. De plus, elles ne sont pas du tout optimales en termes de consommation d'énergie. C'est pourquoi des démarches ont été engagées afin qu'une salle de classe supplémentaire puisse compléter les espaces utilisés actuellement. L'ajout d'une salle de classe permettrait non seulement de répondre à cette demande croissante, mais aussi d'offrir un cadre plus adapté au fonctionnement de l'ICASHPOLA et aux conditions d'accueil des élèves et de l'équipe éducative. Monsieur le maire précise que la salle identifiée est actuellement libre et inutilisée par l'école publique. Il s'agit de la classe 8, située à l'étage de l'école élémentaire d'une surface de 51,64 m². Il complète ses propos en indiquant que ce projet de modification de la convention a été présenté à monsieur le sous-préfet de Bayonne ainsi qu'au responsable de l'inspection d'académie, madame l'inspectrice et monsieur le directeur d'académie. Les recommandations de ces interlocuteurs ont été suivies pour construire le projet d'avenant qui est présenté en annexe de la présente délibération. Celui-ci prévoit la mise à disposition d'une nouvelle salle de classe d'une superficie de 51,64 m² à compter du lundi 15 décembre 2025 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-26.
que la reconduction de cette mise à disposition sera étudiée à l'occasion du dernier conseil d'école publique de l'année scolaire 2025-26, que le montant de redevance d'occupation des locaux sera ajusté à la hausse après l'intégration de la nouvelle salle de classe. Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la mise à disposition d'une salle de classe supplémentaire actuellement libre et inutilisée au sein du groupe scolaire pour l'envoi du Cache-Tola à compter du 15 décembre 2025, autorise M. le maire à signer cet avenant numéro 2 permettant de valider cette mise à disposition et d'actualiser la convention initiale. Avez-vous des questions ou des remarques sur le sujet? Là, il y aura 4 classes, c'est ça? 3 classes. Là, il y aura 4 esclasses, 3 dédiés en termes de classe, et du coup, un espace qui serait dédié au personnel, donc de Cache-Tola. Donc 3 classes. Il y a combien d'instituteurs? Il y a combien de quoi? D'instituteurs? Il y a en personnel, il y a 5 personnes qui fréquentent le Cache-Tola. 3 professeurs et 2 enseignants. 3 professeurs tous les jours? Tous les jours, oui. C'est pas C'est pas une école à mi-temps, c'est une école aussi comme école publique. Parce qu'il y a un enseignant en basque et il y a un enseignant en français aussi. À partir du primaire, le Cache-Tola devient bilingue, donc il y a, lorsqu'ils font les cours de français, ils ont un enseignant référent en français et en basque, ils ont les autres enseignants, un en maternelle, un en primaire. Ça veut dire qu'il y a 4, donc là il y aurait 4 classes, en 3 classes. Non, 3 classes. Il y aura 3 classes et il y aura Avec 3 classes occupées en permanence. Oui. En permanence, pas tout le temps. Alors c'est bien simple, il y a une classe pour la maternelle, Et une salle pour le primaire, et il y a une troisième salle qui est partagée entre le primaire et la maternelle. Le matin, c'est pour faire du français, et l'après-midi, c'est pour la sieste. Le même schéma qu'il y a 2 ans, 3 ans. Le même schéma. Et la petite salle, anciennement appelée Razed, qui fait 8 mètres carrés, deviendra la salle pour le personnel, et la salle de réunion aussi éventuellement, pour leur réunion, pour recevoir des parents. Et c'est cette salle qui actuellement fait office de salle de français. Et le RASED de l'école publique, il est où maintenant? Le RASED de l'école publique, donc ça a été vu maintenant cohéré, on a plusieurs espaces identifiés au sein de l'école publique pour répondre à toutes ces demandes. C'est des demandes ponctuelles, ce n'est pas des demandes permanentes, donc il y a beaucoup d'espaces disponibles dans l'école publique pour répondre à ces besoins, et a été identifié le centre de loisirs déjà. L'espace du centre de loisirs. Donc le centre de loisirs sera partagé avec le RASED alors. Le centre de loisirs fonctionne, je ne vais pas vous l'apprendre, le matin, entre midi et 2, et le soir, en périscolaire. Le RASED, c'est pendant le temps scolaire. Donc c'est une mutualisation des espaces sur des besoins ponctuels, touchés ponctuels. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le RASED? Je ne vais pas te dire le nom exactement. Non, le principe du fonctionnement du RASED, en fait. Oui, c'est en sein de l'école publique. c'est là où Ce sont des intervenants qui viennent pour des élèves en difficulté, que tu as besoin d'aider personnellement et que parfois sont sortis de leur classe. On les prend avec une personne spécialisée pour les aider. Par exemple, un dyslexique sera aidé, sera sorti de sa classe, aura un espace, mais à un moment donné. Ce n'est pas un élève qui est toujours avec un adulte en face. Il y a des besoins ponctuels. Comment? D'où le besoin ponctuel. Oui, parce qu'il reste élève de sa classe, mais pour certains besoins, il a besoin d'une aide plus personnalisée, plus spécifique, donc voilà, il a des moments. Et ce dispositif, il se nomme toujours comme ça? Réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Il se nomme toujours comme ça? Oui, Je crois que Ça- ça évolue. Ça fait quelques années que ça s'appelle comme ça. Oui. Mais je sais pas. Pourtant, je croyais qu'il y avait un nouveau dispositif d'accompagnement qui était mis en place. Bon.
Après, il y a Merci. des dispositifs différents selon la difficulté de l'élève. Il y a certains élèves qui ont des AVS, des aides de vie, à côté d'eux en classe et qui restent en classe avec l'élève et l'instituteur qui donne la classe. Mais d'autres ont besoin d'être... Très bien, merci. On n'a toujours pas de plan de l'aménagement. Parce qu'il manquait le plan en pièce jointe sur le précédent amendement dont on avait discuté. Il avait été affiché en conseil municipal, mais du coup on n'avait pas eu L'aménagement de la mise à disposition. Mais du coup, oui, la nouvelle mise à disposition, mise à jour, avec les nouveaux espaces. Je connais très bien les lieux, du coup c'est la salle du fond, ben oui, qui est rajoutée, et la communication entre les salles se fait par l'intérieur, puisqu'il faut avoir 2 cellules bien distinctes. Voilà. Donc c'est la salle du fond qui est rajoutée, mais on te fournira les plans. C'est pas pour moi, c'est dans un souci de communication vis-à-vis de compréhension du fonctionnement. C'est quand même intéressant, les questions qui ont été posées, c'est quand même intéressant de savoir comment fonctionne cet établissement-là aussi. On peut parler du fonctionnement de l'école publique, mais c'est aussi intéressant de savoir comment... Enfin, je pense que tout le monde ne sait pas ce qui a été expliqué là. Il y a beaucoup de monde, notamment les utilisateurs de l'école publique, qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une école immersive. Donc c'est intéressant de faire savoir comment ça fonctionne. Je ne dis pas ça pour forcément mettre en difficulté. Je trouve que ces informations elles sont intéressantes à diffuser pour la bonne compréhension de tout le monde. C'est vrai que la fois on a demandé le plan un peu pour ça, parce que on avait remarqué quelques erreurs sur les mètres carrés, etc. Et pour qu'on comprenne, c'est plus facile de voir sur le plan comment ça se décline. Et là effectivement, alors je vais à ma question d'après. Vous l'avez dit vous-même la dernière fois, il faut que les 2 espaces soient étanches, l'un par rapport à l'autre. Ce qui faisait, entre guillemets, l'étanchéité, c'était une porte qui avait été rajoutée au bout du couloir. Donc aujourd'hui, est-ce que on va rester sur le même dispositif ou est-ce qu'il y aura des aménagements différents qui vont intervenir? On va sur le même dispositif. Okay. Et du coup, l'accès à la nouvelle salle se fera par la salle, l'autre salle attenante. De l'intérieur. D'accord. Chez nous, par l'intérieur. Ok, donc ça ne change rien dans les circulations générales du bâtiment. Ça ne change rien, pour les évacuations de secours. Quand il y a secours, l'exercice a été là pour le prouver, il n'y a pas d'histoire, même chez l'école publique, toi tu es à CHK, tu es dans les cachots-là, tout le monde prend le même chemin au même endroit. Donc non, le cheminement se fait par l'intérieur. Pour rappel, la fameuse porte, elle a été mise, mais dans un temps bien lointain, parce que la première année de fonctionnement, ça a été assez... lointain, avec retard, c'est ça? Oui, mais par rapport à l'année scolaire. On est d'accord. Donc on est passé à côté de soucis éventuels, mais qu'il n'y en ait pas eu. Et voilà, et là finalement on répond à un besoin, la situation elle est bien simple, on a eu aussi un conseil d'école hier où on en a discuté. Voilà. La situation était un peu hallucinante on va dire, une école avec plein de travaux qui avaient été faits, des espaces disponibles, pour autant on avait été alerté nous au printemps dernier par le sous-préfet, l'ancien sous-préfet, travaux non finis, de faire attention quant à la destination des salles. Ok, on a répondu à cette alerte en mettant des modulables à l'extérieur. On a repris contact avec les services de la sous-préfecture pour expliquer un peu la situation du moment, c'est-à-dire qu'une école publique qui fonctionne très bien sans besoin autre, c'est-à-dire une cache-tola qui demande plus d'espace et qui a plus d'espace mais dans les algécos extérieurs, avec une salle identifiée, non utilisée et disponible. Le nouveau préfet, de suite, il a dit il y a un chemin. Il y a un chemin et on va essayer de le respecter. Donc on va demander l'aval de tous les intervenants. Donc il y avait déjà un aval de principe de la sous-préfecture. Deuxième étape, c'était l'éducation nationale. Donc Madame Coéré, pour ne pas la nommer inspectrice locale, s'est déplacée. On a fait une visite commune avec la directrice de l'école publique. Très vite, elle a compris que oui, cette situation ne pouvait pas perdurer et elle nous a donné un feu vert de principe. Il fallait l'aval de M. Malroux, donc le supérieur, qui a validé par courrier et qui a demandé, pour boucler la boucle, de consulter le conseil d'école pour que tout le monde soit en phase avec la proposition. On a eu hier un conseil d'école où un vote ça a eu lieu. Il y a eu 15 voix pour, 1 contre.
Maintenant, on acte ça en conseil municipal pour la mise à disposition dès le 15, afin que la rentrée de janvier se passe en bonne et due forme pour ces enfants. Et que l'espace intérieur soit optimisé. Et comme tu as dit tout à l'heure, on rentre dans une période où on est mieux dedans que dehors. Donc, voilà. Et dans un souci peut-être de mieux faire connaître les différences entre l'école publique et l'ICASTOLA, au niveau des enseignants, il n'y a aucune différence. Tous les enseignants sont professeurs des écoles, que ce soit à l'école publique ou à l'ICASTOLA. On est payé par l'éducation nationale, les enseignants sont payés par l'éducation nationale. Madame Kouéré est inspectrice de l'école publique d'Aetz, tout comme inspectrice de l'ICASTOLA d'Aetz, du secteur, pas que d'Aetz, mais du secteur. Mais on a la même inspectrice, que ce soit à l'ICASTOLA, que ce soit à l'école. Le même niveau de formation, après les années. Et Madame Kouéré a souligné qu'elle était justement inspectrice des 3 écoles, public, privé et l'ICASTOLA, et que son devoir était de s'attacher à ce que tous les élèves soient reçus correctement et que tout le monde soit dans des conditions optimales pour étudier. Voilà. On a la même inspectrice aussi, les enseignants de l'ICASTOLA, du primaire, du privé et du public. Juste. Et quant aux interrogations par rapport au système immersif, je pense que sur la page de CHK, il expliquait, c'est pas un secret, il y a un projet pédagogique derrière. Et si ça intéresse les gens, je pense qu'il faut aller chercher les informations. Nous, c'est la mise à disposition. Après, peut-être que le corps enseignant va penser différemment sur l'organisation. Là, on ne fait pas d'ingérence, c'est la mise à disposition. Ils ont besoin de 3 espaces distincts, maternelle, primaire, sieste et français. Donc après, libre à eux de l'organiser comme ils le veulent. En interne, c'est le professionnel. Oui, c'est de valider dans leur demande, je suppose qu'ils doivent expliquer dans le cadre de comment ils allaient fonctionner. Oui, si demain ils ont envie de changer. Et c'était de comprendre l'organisation dans le cadre de l'école S, après bien sûr, chacun doit trouver des formations là où il le souhaite. Bien sûr. C'était dans la situation de l'école S. Et la directrice de l'école n'a pas souhaité récupérer la salle pour faire une salle informatique? Non, pas du tout. La directrice de l'école, qu'on a fait la visite à Mme Kouéré, elle a dit qu'elle n'avait pas de besoin supplémentaire. Elle ne veut pas de salle informatique? Elle veut bien une salle informatique, mais il faut le matériel. Bah oui, mais bon. Oui, mais pendant... Oui, au programme, il y a de l'informatique et. Pendant des années aussi, pendant des années, ils voulaient faire des photocopies en couleur. Ils devaient envoyer à la mairie pour venir chercher le papier en couleur. Alors, cette année, ils ont une photocopieuse couleur déjà sur place. On ne peut pas non plus d'un claquement de doigts répondre à toutes les demandes, mais l'informatique, c'est l'avenir, effectivement. Donc je vous attends. Ça va rentrer dans le programme. Je ne sais pas si sur Cobook c'est déjà intégré en primaire, l'informatique, ça a vérifié. Mais il y a de l'espace encore disponible. Quand on a fait le tour de la bibliothèque actuelle, on a évoqué ce sujet-là. Elle a dit oui, concrètement, la Madame Kouéré, sur les 3/4 des livres qui sont là, la moitié voire plus devrait être dans les classes. Donc effectivement, ici, il y a des espaces à récupérer pour demain penser une médiathèque, peut-être interne à l'école publique, bien sûr. De l'espace, on en a. On peut avancer petit à petit, mais voilà. Il n'y a pas encore le matériel informatique. Et je ne suis pas si sûr que ça figure dans le programme quand même. Ça va vérifier. Il faut 2 entités distinctes. Je ne pense pas que la directrice de l'école publique serait intéressée pour venir à l'ICASTOLA. C'est 2 entités distinctes. Donc c'est ça le côté public pour le moment. Non, elle est en haut, du côté de la salle vide que va intégrer l'ICASTOLA. Oui, non, elle est en haut. C'est l'ancienne bibliothèque de l'école. Et l'ancienne bibliothèque de l'école, c'est une salle aussi grande que les salles de classe. Alors je ne vais pas vous dire le mètre carré. Et en fait, là, pour l'instant, sur un pan de mur, il y a la bibliothèque. Et comme l'a fait remarquer Madame Kouéré, l'inspectrice, l'autre côté, il y a aussi beaucoup de livres. Mais ce sont des livres, c'est le même livre, ce sont des livres qu'on étudie en classe. Chaque élève a son livre. D'où sa remarque en disant que ces livres-là n'ont pas lieu d'être à la bibliothèque, mais en classe. Ça, la bibliothèque est partagée avec la zone art plastique maintenant. Ah, je n'ai pas demandé. Oui, il y a du matériel qui est stocké en bas dans la bibliothèque actuelle. Après, c'est une grande salle. Mais alors, Madame Guédon,
la directrice n'a pas demandé à récupérer cette salle pour faire une salle informatique. Non. Donc, si Ancien vous voulez faire la moment. demande à sa place, vous pouvez, mais elle n'a pas demandé. Mais pardon, juste quand même, parce qu'effectivement, c'est pas le sujet de la délibération, mais c'est un sujet annexe quand même. Effectivement, cette salle qu'on considère comme une ville aujourd'hui a payé la bibliothèque jusqu'à présent. Jusqu'à l'année avant les travaux. On a vidé tout ça pour faire les travaux. Aujourd'hui, effectivement, j'ai déjà eu une partie des réponses à ma question, mais est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de la bibliothèque, parce qu'elle a, semble-t-il, été réinstallée dans la salle d'en bas, et en fait, par un jeu de chaise musicale, c'est la bibliothèque qui a été sortie du groupe scolaire. Donc est-ce qu'on pourrait, parce qu'effectivement il y a peut-être des livres qui ne sont pas au bon endroit, mais dans ce cas il faut les remettre au bon endroit, mais est-ce qu'on peut envisager un réassort au niveau de la bibliothèque, parce que cette bibliothèque aussi a la vocation à être connue à l'ensemble du groupe scolaire, comme toutes les écoles. Donc ça serait peut-être intéressant de travailler sur, je ne sais pas si on doit appeler ça une médiathèque à l'échelle de la commune, mais effectivement de travailler par rapport à un réaménagement de cette bibliothèque. Je ne sais pas aujourd'hui dans quel état elle est aménagée. Là, on est sur une bibliothèque purement école publique. Là. École publique. Il n'y a pas d'accès possible à... Pour les cachetons. Et pourquoi elle serait pour partagée? Avec le choix, Oui. pour la simple et bonne raison que les deux entités doivent avoir des espaces distincts. Mais c'est pas une bibliothèque, enfin, c'est pas une salle de l'école publique, c'est une bibliothèque qui existait dans le groupe scolaire. Si une salle d'école publique, oui, si... Ça peut faire partie des salles partagées. Ah, mais tu ne partages pas comme ça les salles. Tu ne partages pas comme ça les salles avec deux entités différentes pendant le temps scolaire. Si un projet comme ça devait voir le jour, il pourrait voir le jour en dehors du temps scolaire, soit dans un autre lieu, soit dans ce lieu, mais en dehors du temps scolaire. À partir de 6h30, on peut dire que la médiathèque ouvre au sein du groupe scolaire. Et là, elle est ouverte à tout public, et même à des enfants, à Estar, qui ne seraient pas scolarisés à Etz. Il faudrait quand même que alors, il y a eu un temps où c'était ça, où la bibliothèque pouvait être accessible, alors c'était il y a longtemps, mais pouvait être accessible aussi par les personnes de l'extérieur, par dehors du transport. Mais je pense qu'il faudrait effectivement qu'on travaille là-dessus pour que ces espaces-là, c'est la même chose pour moi pour la bibliothèque, qui soient des espaces partagés pour l'ensemble des enfants de la commune. Et du coup, je pense que ce serait bien de retrouver une solution pour réintégrer la bibliothèque à l'intérieur du groupe scolaire, parce que quand même, aujourd'hui, elle est détachée du groupe scolaire, et là où elle était utilisée avant, sur la pause du midi et sur le temps périscolaire et sur le mercredi, aujourd'hui, elle est beaucoup moins facilement accessible pour l'ensemble des enfants. Et nous, c'est ce qu'on regrette un peu, on aimerait bien que ces deux espaces-là, bibliothèque et bibliothèque, ils retrouvent leur place au bénéfice de l'ensemble des enfants sur le groupe scolaire. Justement, tu viens de dire au bénéfice de l'ensemble des enfants, moi je ne pense pas qu'une ludothèque ou une bibliothèque municipale doit forcément être au sein d'un groupe scolaire. Et encore une fois, on a répondu à l'attente de la professionnelle qui gérait la bibliothèque. Quand on a rencontré cette personne, elle nous a dit « Moi, l'emplacement idéal, il n'est pas au sein de l'école. » Parce que les gamins, quand ils sont plus dans cette école, ils n'ont plus envie d'y revenir. Et le fait de revenir dans cette école, elle pensait, à juste titre ou pas, que ce n'était pas l'emplacement idéal. Donc on a répondu à sa demande en délocalisant au sein d'un espace encore communal la ludothèque. Ce soir, il y a une soirée ludothèque. Je ne sais pas si ça attire du monde, je ne suis pas, mais ce n'est pas parce qu'elle sera au sein de l'école que ça va attirer plus de monde. Ça se paraît, et ce n'est pas un espace réservé. C'était le cas avant, parce qu'avant, elle était, je vais redire, elle était au sein du groupe scolaire et elle bénéficiait, elle était accessible aux enfants sur la pause méridienne et sur le périscolaire. Mais en pause méridienne et périscolaire, il y a un centre de loisirs qui est actif, avec des jeux, avec des activités, avec des animateurs. Oui, et donc qui de temps en temps se servait aussi de cette Oui, mais là ils ont, ça travaillait. Ils ont une dotation assez conséquente, ils ont aussi des jeux, avec des temps ils savent s'adapter, les animateurs c'est leur boulot. S'il ne fait pas beau, ils vont pas jouer dehors au ping-pong, mais ils vont se mettre dedans, ils vont faire un jeu. C'est aussi la vocation de l'animateur interne au groupe scolaire. Mais une ludothèque communale, elle peut recevoir des enfants à Estar qui sont scolarisés à l'extérieur aussi. Oui, tout à fait. Et ça, voilà. Oui, mais aussi à l'extérieur, dans un espace communal. Et pour chez moi, c'est pas le bout du monde, c'est assez accessible. Donc, et nous, encore une fois, on a répondu à la demande de la professionnelle qui était là depuis quelques années et qui ne voyait pas son projet se développer, abouti dans un sens.
et qui a quitté la collectivité depuis pour aller vers de nouveaux horizons parce que finalement elle ne trouvait pas son compte ici. Peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'on reviendra à La terre. proposition ne lui convenait pas non plus. Comment? Donc la proposition d'aller là-bas ne lui convenait pas non plus. Si, mais seulement elle avait pris ses devants, et donc au bout d'un moment elle est partie pour essayer. Mais c'est pas impossible qu'elle revienne et qu'elle travaille dans cet espace. Oui. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on n'a jamais eu de critiques, de questions par rapport à ça du conseil d'école. De ceux qui vivent, qui utilisent, si je ne me trompe pas. On n'a jamais eu d'observation, de demande ou... Après, dans tous les cas, on va dire, il n'y aura jamais 100% de satisfait. Oui. Mais là, encore une fois, on a répondu à une demande de la personne qui gérait la bibliothèque, parce que la bibliothèque, c'est pas courant non plus, il n'y a pas de bibliothèque dans tous les villages. Voilà. Sa demande, c'était un peu se délocaliser, essayer de toucher plus de monde. Bon, voilà. Après, c'est le jeu des chaises musicales, des RH. On a répondu à cette demande et entre-temps, elle est partie ailleurs. Elle est en disponibilité, peut-être qu'elle reviendra et qu'elle pourra travailler sur ce projet dans des nouveaux locaux. Voilà, je pense qu'on a bien abordé le sujet. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui vote pour? 14 pour, merci. Ilusarina, Idrissa Balia Vidal, Maïteni Notitsa. Troisième délibération sur les ressources humaines que Maïté va vous présenter. Madame l'adjointe rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 22 avril 2015, il a été créé un emploi permanent à temps complet de responsable urbanisme, projet aménagement et des services techniques accessibles au grade du cadre d'emploi des rédacteurs. Dans le cadre d'un futur recrutement, il propose d'ajouter les grades du cadre d'emploi des adjoints administratifs à cet emploi. Le tableau des emplois serait complété comme suit. Responsable urbanisme, projet, aménagement des services techniques. Catégorie C, adjoint administratif principal de deuxième classe et adjoint administratif principal de première classe. Catégorie B, rédacteur principal de deuxième classe et rédacteur principal de première classe. Et c'est un poste, c'est un temps complet. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'adopter la proposition de Madame l'adjointe. Madame l'adjointe précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice et que le tableau des effectifs de la collectivité sera mis à jour en conséquence. Est-ce que vous avez des questions ? C'est ce que je vous avais dit à la commission RH, la dernière commission RH, je vous avais expliqué la personne qui était en CDD, qu'on allait stage-ériser et qui occupait un emploi de cadre B, et pour le titulariser, on était obligé d'être en catégorie C, jusqu'à qu'il réussisse le concours de rédacteur. À ce moment-là, il rebasculera sur son poste de catégorie B. Voilà. C'est fait partie des subtilités de la fonction territoriale. Voilà. C'est vrai que la collectivité le met dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse... Tu peux lever un peu plus Tout en espérant, juste une remarque, mais sans aucune provocation, vraiment. Tout en espérant que la collectivité le mette, lui et d'autres, dans les meilleures dispositions pour pouvoir présenter son concours et réussir et pouvoir envisager son évolution de carrière. Nous faisons très attention à tout cela. Tu peux croire que nous sommes à cheval. Nous voulons que nos agents soient le mieux possible, qu'ils viennent au boulot avec envie. Et donc voilà, donc, le fait de les accompagner à passer le concours, c'est aussi signe de stabilité au sein de la commune. Tout à fait. Nous allons procéder au vote. Qui c'est qui est pour? À l'unanimité.
Madame. Quatrième délibération, création d'une association communale de chasse agréée ACCA sur la commune d'Aetz. Le Bureau de l'environnement, après avoir pris connaissance de la démarche de création d'une ACCA sur la commune initiée par les chasseurs de la commune et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, considérant que selon l'article L422-2 du Code de l'environnement, les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse, qu'elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-synégétique, qu'elles assurent l'éducation synégétique de leurs membres, qu'elles veillent à la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et au respect des plans de chasse, qu'elles ont pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, considérant que selon l'article L422-7 du Code de l'environnement, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est fixée par le président de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, sur demande justifiant l'accord amiable de 60% des propriétaires représentant 60% de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins 5 années, considérant que la commune d'Aetz était destinataire d'un document de synthèse regroupant les accords amiables de nombreux propriétaires représentant plus de 60% de la superficie du territoire communal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne avis favorable à la constitution d'une association communale de chasse agréée ACCA sur la commune d'Aetz, donne avis favorable à l'intégration des terrains chassables communaux dans le territoire de la CCA. Des questions, des interrogations sur le sujet? Qu'est-ce que ça apporte de plus que le fonctionnement qui peut exister jusqu'à présent? Il y a une association sanitaire, je crois. Et du coup, quelle est la différence? Là, tu es obligé. Là, au moins, on a tous les baux, toutes les parcelles des propriétaires d'Aetz qui sont signés avec le droit de chasse. Avant, on n'avait pas ça. Ça fait qu'on n'était pas couvert avant. La question d'assurance et tout ça, si tu chopes 60% du territoire de ta commune, si tu as 60% de signature qui englobe 60% signé, quoi, et question d'assurance et tout ça, tu es couvert quoi, si tu as un accident de chasse. Si au moins tu peux aller sur des parcelles et au moins tu as le droit de chasser, de passer. Et qu'avant, c'était un peu plus à la parole et tout ça. Là, tout est signé et tout est sur papier. La méthode a changé. Je pense que les propriétaires maintenant qui ne souhaitent pas que leurs parcelles chassables soient chassées doivent se manifester. Voilà, aussi. Du coup, d'où l'idée des 60% imposés. Et donc ce travail a été mené par la CETULA. Ils nous ont amené un document avec plein de propriétaires, avec les hectares qui sont en face et les signatures, donc accord écrit du coup, voilà, et du coup qui couvre les chasseurs sur ces parcelles en temps de chasse. Et ce dossier est déposé en préfecture? Ce dossier est travaillé et déposé en préfecture. À la fédération de chasse, oui. Après, ça permet aussi à la commune d'être plus au courant du moment de chasse et tout ça, de mieux prévenir les habitants. En fait, quelqu'un qui est propriétaire de terrain chassable et qui est contre la chasse peut aujourd'hui interdire la chasse sur sa parcelle. Et nous, on a une certaine vision du coup. On sait les territoires qui sont validés, autorisés, et là où ils ne le sont pas. Et demain, si quelqu'un viendrait se plaindre qu'il y ait de la chasse sur sa parcelle ou des dégâts, et bien, voilà, on a une preuve juridique que les chasseurs ne pouvaient pas intervenir, qu'elle avait fait la démarche pour dire que. Mais voilà, après, nous on ne suit pas, il y a des périodes de chasse, mais on n'a pas non plus. Oui, ça cadre plus au niveau des jours, des heures et tout, et donc voilà, la commune n'est pas au courant. Ça, c'est un avis chaque année qui est déposé avec des périodes de chasse. C'est déjà des communications qui étaient faites pour prévenir les avant, on le faisait. C'est affiché à l'entrée. Là, vous allez voir, là, il y a toutes les chasses avec les périodes autorisées chaque année. Comme je l'ai battu, il y avait une information quand même ici, et on communiquait sur le réseau et sur le site. Il y avait battu à ce moment-là sur Aetz à tel endroit. Ouais, mais donc là, on identifie bien les secteurs, donc ça protège aussi les chasseurs dans la. Il y a pas de monde, tout le monde est averti. Voilà. Il y a des règlements à la chasse, on suit les règlements. Il y a des règlements. Je le suis, c'est normal. Et plus ça avance, plus la sécurité, plus il demande
dans les routes, il n'y a plus de sécurité. Et celui qui ne signe pas les baux, s'il a du sanglier qui traverse la route, il y a un accident, il est responsable. C'est pour ça que les baux ils sont signés pour qu'ils sortent de la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas chasser chez lui, il est responsable du gibier qu'il a. Voilà pour nous éclaircir un peu sur le sujet. Merci. Je propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité, merci. Cinquième délibération qui va vous être présentée par Chanty. Mikel Zayauna, beraz, laugarren deliberemendu bezala dena agertzen da, eta bosgarren deliberemendua proposatzen dizuet. Aza Koto Basque elkartearekin hitzarmena izenpetzea 2026ko Lapurdiko jalia herrian pasatzeko. Donc, cinquième délibération que je vous propose ce soir, signature de la convention avec l'ASA Côte Basque pour mise à disposition des chemins ruraux et de voies communales dans le cadre du passage du rallye du Labour 2026. Donc, Monsieur le maire adjoint explique que l'ASA Côte Basque, organisatrice du rallye du Labour 2026, c'est les 2, 3, 4 et 5 avril 2026, a sollicité la commune d'Aetz dans le but de valider une convention de partenariat indispensable à l'organisation de cette épreuve sportive. La convention jointe en annexe de cette délibération a pour objet d'autoriser l'association à utiliser certains chemins ruraux et ou voies communales appartenant à la commune pour le passage du rallye du Labour, conformément au dossier d'organisation validé par la préfecture et les autorités compétentes. Désignation des chemins ruraux et ou des voies communales concernées. Chemin rural dit Ibako-Ibidea, chemin rural dit Ibiya, voie communale dit parcours Krapa, voie communale parcelle 00 AH/078 076 073 064 061 et 060 jusqu'à la limite de Chempere, Saint-Pé-sur-l'Hiver. Durée de la mise à disposition du 15 décembre 2025, donc lundi, au 19 avril 2026. Cette période inclut toutes les phases de l'épreuve, préparation des parcours, déroulement de la course et remise en état des parcours si besoin. Aucune occupation ne pourra avoir lieu en dehors de cette période sans autorisation écrite de Monsieur le maire. Monsieur le maire adjoint précise que l'ASA Côte Basque a transmis à la commune l'essentiel des justificatifs permettant de constater qu'un contrat d'assurance couvrant l'intégralité du champ de responsabilité a été souscrit par cette entité. Monsieur le maire adjoint invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur la signature de cette convention. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal par pour contre abstention autorise monsieur le maire à signer donc, la convention annexée à la présente délibération validant la mise à disposition de chemins ruraux ou de voies communales pour le passage du rallye du Labour 2026. Et autorise monsieur le maire à engager toutes les démarches administratives permettant de garantir en état les chemins et ou voies communales mises à disposition pour l'organisation du rallye du Labour 2026. Donc, si vous avez des questions, regardez là que vous pouvez. Comment on fait pour la remise en état s'il pleut le trompe entre le 5 avril et le 19 avril? On prend un événement exceptionnel et on décale jusqu'à ce qu'il se fasse beau. Ça arrive souvent. Oui, mais on va trouver une solution. D'accord. Il y a une parcelle privée entre la 060 et la limite de Saint-Pénoir. D'accord. Donc, du coup, la rédaction voie communale 060 jusqu'à la limite de Saint-Pénoir. Je ne sais pas si elle est vraiment applicable. Bon, on a compris le principe. Bon, Où est le chemin Ibako-Ibidea? De l'autre extrémité de Krapa, celui-là. Ibiako, c'est là où la maison
de Paul Ugarte. Chemin. Ça, c'est Ibia. Ibia. Ah, pardon, c'est pas Ibia. Par contre, Ibako Villa, je n'avais jamais entendu. Je suppose. Je ne saurais pas répondre. On verra les hasards. Nous aurons essayé tout ça. Très bien. C'est une délibération qui reste quand même chaque année présente au niveau du conseil municipal. Et vous aurez remarqué que la seule modification qu'il peut y avoir à cette délibération, c'est la mise en place d'une convention. J'insiste. Sur lequel nous avons rencontré l'association avec Anjo, qui a fait preuve, je dirais, de construction vis-à-vis de cette convention, sur laquelle on a travaillé ensemble avec l'association ASA. Et donc cette délibération, elle est complète et en bonne et due forme. L'association de la Zaltoise a toujours fait preuve d'énormément de dynamisme et de bonne volonté pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible. Juste dans la convention, il y avait un élément qui se faisait avant, c'était un constat du vidéo sur la partie du chemin, alors pas forcément chaque année, mais ça a été réalisé pendant plusieurs années. Et du coup, alors, ça marche aussi, là vous avez mis dans la convention que c'était un état des lieux contradictoire avec un élu de la commune, et c'est ce qu'on faisait aussi en complément du constat du vidéo. Mais logiquement, je ne sais pas si vous le proposez, c'est qu'ils le font peut-être plus maintenant, mais ils font régulièrement des constats du vidéo aussi pour pouvoir attester de la remise en état des potentielles dégradations de l'état précédent, et ils sont aussi très actifs dans la partie de préparation avant le rallye qui permet aussi de faire un entretien des chemins communaux qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Tout à fait, mais là ça va dans le sens de tout le monde en fait, et ça acte les choses. Demain, s'il y a un souci ou s'il y a un désaccord entre nous, pour moi là les responsabilités sont écrites et les engagements sont validés des deux parties et signés. C'était le cas sur la délibération aussi avant, puisqu'on passait avant par la délibération, la forme est différente. La convention, c'est ça, convention, il y a beaucoup de M. Capelli dit que la forme totalement différente. passe par les conventions, ça marche aussi, il n'y a pas de problème, mais ça marchait très bien aussi dans nos très bonnes relations avec l'association et les années précédentes par la délibération. Ouais. Donc je vous invite à... Qui c'est qui vote contre? Contre. Un contre. Un contre. Chacun fait ce qu'il veut. Qui s'abstient? Qui vote pour? 18 pour. Engage Kachinati. Pour. Scan délibéramendua, dernière délibération, signature de manifeste contre la ratification de l'accord Union européenne et Mercosur. Considérant l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, considérant que l'accord de libre-échange UE-Mercosur représente un grave danger pour le marché agricole européen, français et basque avec un déficit agricole négatif, l'accord de libre-échange UE-Mercosur témoigne d'une concurrence déloyale qui déstabiliserait profondément les filières agricoles concernées, notamment au Pays Basque les filières bovines, volailles et du miel. Les coûts de production en Amérique latine sont en effet très inférieurs à ceux européens. Les clauses de sauvegarde proposées par la Commission européenne sont un paravent et n'empêcheront pas la concurrence déloyale. Conjoncturelles, ces clauses sont limitées dans le temps et ne remettent pas en cause la hausse des importations et la délocalisation des productions. Les accords de libre-échange ont pour effet de tirer les prix vers le bas dans un contexte où les paysannes européennes souffrent de revenus particulièrement faibles. L'accord de libre-échange UE-Mercosur aura pour effet de faire pression à la baisse sur les normes environnementales alors que la biodiversité et les écosystèmes sont déjà considérablement fragilisés par l'activité humaine. Dans un contexte de dérèglement climatique planétaire, le maintien de paysannes produisant localement une alimentation saine est primordial. Les paysannes participent à la vie rurale et ont un rôle social qui doit être préservé. Monsieur le maire invite les membres du Conseil à se prononcer en faveur de la signature de ce manifeste qui démontre la ferme opposition du Conseil municipal d'Aetz à la ratification par le président de la République française de cet accord Union européenne-Mercosur proposé par la Commission européenne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer un manifeste contre la ratification de l'accord Union européenne-Mercosur. Avez-vous des questions? C'est plus géopolitique là, ce niveau-là. C'est de la géopolitique, quoi. Et bien, en fait, on a été sollicité par le syndicat local des paysans, Euskal Laboralien Batasuna, qui demande aux mairies de se positionner. Voilà. On fait aussi la politique ici autour de la table. On est encore un territoire à vocation agricole. On croit, je pense, tous ici au circuit court, à la production de qualité. Voilà. On a un président de la République qui dit non quand il est ici, qui dit oui quand il est là-bas. On ne sait pas trop en fait, ce qu'il en est. Donc ouais, autant s'afficher dès maintenant par le territoire, et guider tout ce territoire. Et si tout ce territoire fait remonter que non, on ne veut pas faire d'échanges avec le Mercosur, à l'Argentine, en France par exemple, en filière bovine. On sait que c'est de l'exploitation en outrance là-bas. Ben non, on préfère nous faire travailler nos agriculteurs et agricultrices localement. Alors, encore une fois, on en a parlé la dernière fois autour du coût de la nourriture. Voilà. On va certainement payer un peu plus cher, mais il vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir de la qualité et pas baisser les bras et se dire moi je vais payer quelque chose qui ne va pas coûter quelque chose, mais finalement qui aura des répercussions sur ma santé incommensurables. Donc voilà, c'est de la géopolitique peut-être, mais c'est un peu le panorama dans lequel on vit actuellement. Les libres-échanges, la concurrence à outrance, nous on pense que sur notre territoire on a beaucoup mieux à faire et c'est pour ça que quand on a été sollicité, on a dit oui, on va questionner le conseil municipal d'Aletz et on fera remonter notre accord ou désaccord sur le sujet. Donc s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Qui vote pour? 18 pour. Mieszkam Bukatola Gartos, Seriran Publikoi Itza Enantzin, Orandik Gerta Kalibat Izanen dugula herrian, Elduden Hortzilalean, Orentzero gaua ongi pasatzea opa dizuet, familian, lagunen artean, manto goxo batzuk pasaitza zuen. Elduden urtean, testuinguru desberdin batean berizet hartuko gilelakotz, elduden urtean hauteskunda ditugu, orduan gaiak desberdinak zen dira, giroa desberdina izanen da, baina ongi buka dezagun 2025 urtea, eta besterik ez, vous remercier, vous dire que c'est donc la fin d'année. Il reste quelques événements. Il y a un événement vendredi prochain sur le village, la soirée Olentzelo. Fin d'année, qu'on vous souhaite joyeuse à toutes et à tous, en famille, entre amis, passer des moments agréables. Pause ou pas pause, je ne sais pas, on se reverra en 2026 dans un autre contexte, avec une année électorale. On sera dans une autre ambiance, un autre rythme de travail. Voilà. Il faut recharger les batteries de tous les côtés et on se revoit l'an prochain autour de cette table. Parce qu'il y aura certainement un conseil municipal avant les futures élections. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un, un conseiller ou une conseillère veut prendre la parole pour aborder un autre sujet. Après à la clôture, on passera la parole au public si vous voulez la prendre. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, le conseil municipal de ce soir est clos.